Dois-je nettoyer les oreilles de mon lapin régulièrement et si oui, à quelle fréquence? Comment savoir si un serpent est en bonne santé? Est-ce qu'un oiseau peut vivre seul ou a-t-il besoin de compagnie? Bonjour à tous, je m'appelle Clément Payusso, je suis vétérinaire spécialiste en médecine et chirurgie, médecine zoologique. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur Instagram sur le profil d'Animalis. Quelle est l'alimentation idéale pour un lapin ou un cochon d'Inde et quels aliments éviter? Donc ça, pour répondre à cette question, il faut se remettre dans le contexte. Ce sont des animaux purement herbivores. Donc pas du tout granivores, pas du tout omnivores. Donc en captivité, on va les nourrir avec une base préférentiellement de foin de bonne qualité, donc à hauteur d'à peu près 80%. On peut également apporter énormément de verdure. Donc quand on dit des légumes au sens large, je préfère utiliser le mot de verdure, qui vraiment a un sens, qui veut dire que tous les végétaux qui sont verts et assez fibreux sont plutôt indiqués. Donc les laitues, les aromates, les chicorées également. On va bannir tout ce qui va être légumes, même si ce n'est pas du poison, mais va être assez pauvre finalement en énergie et en nutriments. Est-ce nécessaire de complémenter l'alimentation de mon cochon d'Inde en vitamine C et si oui, sous quelle forme? Alors la réponse c'est oui. En fait, les cochons d'Inde sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas eux-mêmes leur propre vitamine C, contrairement aux lapins. Donc il faut leur apporter quotidiennement ou quasiment quotidiennement de la vitamine C sous forme active. Donc il y a différentes manières de le faire. Il y a une manière naturelle mais qui sera insuffisante. Ça va être de donner des végétaux qui sont riches en vitamine C, comme par exemple le poivron, qui est une source assez intéressante. Sinon, on peut le faire de manière artificielle, qui va être assez efficace. Donc le rapporter soit directement en liquide dans la bouche, à hauteur de 20 mg kg pour les adultes, donc ça les formulations le préciseront, soit 60 mg kg pour les animaux en lactation ou en croissance. Une autre manière de faire, ça va être sous forme de petits granulés qu'on donne quotidiennement à l'animal. Mon lapin vit en appartement, est-ce qu'il doit quand même être vacciné? Donc ça, c'est vraiment une question que j'ai assez régulièrement. Il faut déjà savoir contre quoi on vaccine. Donc on vaccine contre deux maladies virales qui sont la myxomatose et la maladie hémorragique du lapin. Ces deux virus qui sont extrêmement résistants dans l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose à retenir parce qu'ils se transmettent de deux manières. Donc soit de manière directe, donc un lapin contaminé par exemple, donc en appartement, il y a peu de risques que ça arrive, soit de manière indirecte, donc par exemple par un sachet de foin contaminé, par exemple par vos chaussures ou vos vêtements qui seraient contaminés. Et enfin, il y a une troisième voie qui est assez importante à connaître, c'est la voie vectorielle, on appelle ça, c'est-à-dire que des petits insectes, comme des moustiques ou les puces, peuvent transmettre ces virus aux lapins. Et c'est malheureusement assez fréquent que des lapins qui n'ont jamais mis un pied dehors décèdent de ces maladies qui sont extrêmement mortelles et assez virulentes. Dois-je nettoyer les oreilles de mon lapin régulièrement et si oui, à quelle fréquence? Alors, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Les vétérinaires ne s'accordent pas à une réponse unique. Mais déjà, bon, les lapins à oreille droite, eux, sauf contre ordre médical, il n'y a pas besoin de les nettoyer. La question va vraiment se poser pour les lapins béliers et les lapins dits minilopes, donc avec des oreilles courbes et des grands conduits auriculaires, où là, certaines personnes vont estimer qu'il n'y a pas besoin de nettoyer si l'animal ne souffre pas de ses oreilles. Et d'autres vont quand même préconiser un nettoyage hebdomadaire des conduits alors que l'animal ne présente aucun signe clinique et de souffrance de ses oreilles. Le plus simple, ce serait peut-être de prendre l'avis d'un vétérinaire au cours de l'examen clinique pour la vaccination. Il y a toujours un examen qui est fait à l'aide d'un otoscope, donc une petite caméra ou un examen direct du conduit auditif, et lui sera le mieux placé pour vous dire si oui ou non il faut nettoyer les oreilles de votre lapin. Quels sont les signes qui doivent m'alerter d'un problème de transit ou de stase digestive chez un lapin? Alors, il faut bien comprendre que chez les lapins, les problèmes digestifs, déjà, d'une part, sont assez courants et peuvent être extrêmement graves. C'est-à-dire qu'un lapin qui ne mange pas pendant plus de 12 à 24 heures, c'est une urgence vitale et il faut aller assez rapidement chez son vétérinaire. C'est pas un réflexe qu'on aurait chez un chien ou un chat, par exemple. Comment ça s'explique? C'est assez simple, c'est qu'un lapin qui ne mange plus, son transit va s'arrêter et les bactéries de son tube digestif vont se développer et générer des gaz et l'animal va mourir de ce qu'on appelle une entérotoxémie. Donc les signes cliniques d'un problème de transit chez lapin, ça va être un animal qui va avoir du mal à manger, qui va moins manger ou pas manger du tout. Il peut également avoir des problèmes dentaires qui vont générer ce problème de transit, donc il peut grincer des dents, ce qu'on appelle le bruxisme. Et enfin, vous allez vous voir en tant que propriétaire un animal qui ne produit plus de sel ou qui produit des sels en plus petite quantité avec un aspect qui est anormal. Est-ce que les lapins ont besoin de sortir tous les jours comme on le ferait pour un chien? C'est pas une nécessité qui est absolue, mais c'est toujours mieux du moins de leur proposer l'accès à un jardin. Dans un jardin, ils auront les aléas climatiques. Il faudra évidemment les protéger de tout ce qui est froid, venteux et pluvieux, hein, personne n'aime ça. Mais effectivement, c'est une bonne chose de les mettre dehors si l'animal est vacciné. Comme ça, il aura accès à de la verdure, il aura accès à la météo, aux rayons du soleil. Attention aux fortes chaleurs tout de même. Et ça, c'est toujours bénéfique pour un organisme. Il va pouvoir synthétiser de la vitamine D3 comme nous le faisons.
Donc c'est vraiment une bonne chose sur le plan immunitaire et santé générale. Après, pour les animaux qui sont extrêmement stressés, c'est plutôt une mauvaise chose parce qu'on sait que c'est des animaux qui sont très sujets au stress et finalement, un stress peut générer un arrêt de transit dont on vient de parler et c'est forcément problématique. Il y a d'autres soucis, c'est que si on veut le promener en laisse comme un chien, là, c'est pas quelque chose qui est plutôt indiqué puisqu'un lapin se déplace très mal en laisse. Il y a toujours un risque justement qu'il croise un chien dans la rue et c'est effectivement assez risqué. Ma tortue d'Hermann a quelques mois, est-ce que je dois quand même la faire hiberner? Donc pour répondre à cette question, bah, il faut un petit peu se projeter dans la nature et voir comment ça se passe depuis des millions d'années. Donc la tortue d'Hermann, qui est une des tortues terrestres les plus courantes maintenues en captivité en France, elle passe donc ses hivers dehors. Donc comment ça se passe dans la nature? Donc les petits vont éclore à peu près entre le mois de juin et le mois d'août. Donc forcément, dès la première année, ils vont être sujets à l'hiver. Et donc dans la nature, comment ça se passe? Eh bien ces animaux-là, quand bien même ils soient très petits, ils vont devoir passer l'hiver dehors, notamment sous terre, et donc il convient de les faire hiberner. Et d'ailleurs, des études le montrent très bien, les animaux qui n'hibernent pas, parce que les propriétaires ne veulent pas les faire hiberner par crainte qu'ils ne décèdent, vivent moins longtemps en captivité, et je rajouterais même vivent moins longtemps et en moins bonne santé que les animaux qui ont hiberné. Donc oui, il faut faire hiberner son animal, il faut simplement s'assurer auparavant qu'il soit en bonne santé et que toutes les conditions soient bien réunies pour que l'hibernation se passe en sécurité. Faut-il vermifuger une tortue terrestre et si oui, à quelle fréquence? Donc il n'y a pas de bonne réponse à cette question, en fait ça va dépendre du contexte. Il faut savoir que les tortues ont naturellement en elles ce que nous on pourrait appeler des parasites, c'est-à-dire des petits vers ou des petits parasites qu'on voit uniquement au microscope qu'on appelle les flagellés. Donc ça, sur un humain ou un chien, ça nécessiterait un traitement systématique. Les tortues, elles, vivent en elles avec ces micro-organismes. C'est d'ailleurs des micro-organismes qui vont les aider à digérer. Donc il ne faut pas chercher à s'en débarrasser. On va générer des problèmes de mal-assimilation et de mal-digestion, et donc ce n'est pas une bonne chose. Par contre, si elles sont porteuses de parasites comme les ascaris qui sont purement pathogènes, dans ce cas-là, eh bien, oui, il faut vermifuger sa tortue. Ce qui compte, c'est de se rendre chez son vétérinaire, de ramener des matières fécales ou des selles, pour un examen microscopique et voir s'il y a une nécessité de déparasiter sa tortue. Puis-je laisser mon reptile se balader librement dans mon appartement et est-ce risqué pour lui? Donc le terme se balader voudrait dire qu'on le laisse sans surveillance dans l'appartement, ça c'est complètement contre-indiqué. Contre-indiqué pour deux raisons. La première, c'est que les reptiles sont dits à sang-froid, ce terme n'est pas forcément très judicieux, du moins ils prennent la température du milieu extérieur, donc il leur faut normalement une source de chaleur. Donc si on laisse l'animal se balader dans l'appartement, forcément il va se refroidir et au bout d'un moment, bah, il aura une température qui est trop froide et donc son état de santé ne va pas être bon. Il risque d'être sujet à attraper des maladies. La deuxième, bah, c'est que dans un appartement, c'est pas sans risque. Il y a des risques ménagers, morsure de chien, écrasement, on ouvre une porte, le reptile est derrière, donc c'est forcément quelque chose qui est contre-indiqué. Après, pour quelques espèces assez familières, comme par exemple la gamme barbue, comme le gecko léopard, est-ce qu'on peut effectivement les sortir du terrarium pour interagir avec eux à un moment donné? Oui, ça peut être intéressant, mais le terme se balader, là non, on ne peut pas faire ça, mais interagir avec eux sur une courte période dans la journée, effectivement, ça peut être intéressant. Comment savoir si un serpent est en bonne santé? Alors c'est vrai que pour les serpents et pour les reptiles au sens large, c'est moins évident que sur un chien ou un chat, donc un mammifère, où là on arrive à un petit peu plus se projeter et à les comprendre. Pour les reptiles, donc là je reviens dans le sujet pour les serpents, ils vont assez peu exprimer leurs symptômes. Donc le mieux c'est d'être le plus objectif possible. Par exemple, noter la fréquence des mus, c'est-à-dire le changement de peau, noter la fréquence des repas. Est-ce qu'il y a des diarrhées qui sont émises? Est-ce que l'animal va être assez amorphe, ne pas bouger dans son environnement? Ça peut être des points importants à noter. En termes de signes cliniques ou de symptômes chez les serpents, des problèmes respiratoires, c'est assez fréquent. Donc un animal qui va respirer cou tendu, gueule ouverte, avec des sécrétions trachéales, donc qui vont sortir de l'orifice trachéal. Tout ça, ça peut être des signes de maladie. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans l'alimentation des reptiles maintenus en captivité? Elles sont de plusieurs natures, ça va dépendre du régime alimentaire. Une des principales maladies chez les reptiles carnivores, ça va être l'obésité. Des animaux qu'on va nourrir quotidiennement avec un régime qui est trop riche et en trop grande quantité. On fait souvent l'erreur de les nourrir quotidiennement comme on ferait pour un chien ou un chat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire pour la majorité des espèces. Donc on va les surnourrir
trop riches, trop fréquemment, et ils vont devenir obèses et malheureusement finir par décéder des conséquences de cette obésité. Une autre erreur qu'on pourrait faire chez les animaux insectivores et herbivores, c'est leur donner des insectes qui sont carencés notamment en calcium et également des végétaux qui sont carencés en calcium. Il faut savoir que tous les insectes qu'on achète dans le commerce et tous les végétaux qu'on achète également, par exemple au supermarché, sont carencés et notamment en calcium. Et donc on va avoir une maladie qu'on appelle l'ostéofibrose nutritionnelle qui va se déclarer, ou alors le rachitisme, et finalement des animaux qui vont avoir des retards de croissance, des problèmes de consolidation du squelette, des fractures spontanées et des animaux qui vont finir par décéder. C'est vraiment les principales maladies qu'on va retrouver, ou du moins que je retrouve dans ma pratique courante. Quels éléments sont indispensables à avoir pour qu'un reptile se sente bien en captivité? Alors le terme se sentir bien, c'est assez compliqué de savoir pour les reptiles. Du moins, on va savoir répondre à des besoins physiologiques de base. Donc le premier, ça va être la température. Donc il faut apporter une source de température, donc que ce soit assez, mais également pas trop. Donc souvent la source de température, que ce soit un tapis chauffant par exemple, ou une lampe chauffante, ça va dépendre de la physiologie de l'animal, doit être couplée à un système de thermostat. Donc le thermostat, ça vous permet que la température dans le milieu ne soit pas excessive, et donc ça évite le risque de brûlure, qui est malheureusement trop fréquent. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose, ça va être pour les espèces concernées, apporter des UV. Donc certaines espèces, notamment les espèces phytophages qui vont manger des végétaux, et insectivores, donc qui mangent des insectes, vont avoir des besoins en UV, à une exposition aux UVB de bonne qualité pour synthétiser de la vitamine D3. Donc il faut leur apporter des UV. Et un point que je vais préciser parce que je vois encore trop souvent l'erreur, les UV ne passent pas les vitres. Donc si votre source d'UV est au-dessus d'une vitre, malheureusement, votre reptile n'en bénéficie pas. C'est pour la même raison qu'on ne bronze pas dans une voiture quand les vitres sont fermées. Donc les UV, l'éclairage au sens large également, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les animaux, et la température. Si ces conditions-là sont réunies, on va dire que les conditions de base sont remplies. Est-ce qu'un oiseau peut vivre seul ou a-t-il besoin de compagnie? Donc ça va dépendre de l'espèce, mais la majorité des espèces qui sont du moins vendues en animalerie ou détenues par les éleveurs en particulier, vont plutôt aimer vivre en groupe, ce qu'on appelle des espèces grégaires. Et à partir du moment où une espèce est dite grégaire, alors oui, il faut la maintenir en groupe parce que ça va participer au bien-être de l'animal. Alors chez vous, ça veut dire aussi avoir des installations pour pouvoir accueillir un groupe. Il ne faut pas mettre plusieurs animaux dans un espace qui est trop confiné, parce qu'après on peut avoir des animaux qui se battent, des animaux qui sont stressés par une surpopulation dans un petit environnement. Donc voilà un petit peu ma réponse. Il n'y a pas de réponse claire à 100%, mais il faut vraiment s'intéresser aux mœurs de l'espèce, c'est-à-dire ce qu'elles ont l'habitude d'avoir dans la nature. Comment détecter qu'un poisson est malade et quels sont les principaux signes cliniques visibles? Alors c'est vrai que pour les poissons, c'est assez peu évident de savoir qu'il est malade et c'est malheureusement souvent un petit peu tardif. Il y a la même problématique que pour les reptiles, ces animaux qui expriment assez peu leurs signes cliniques. Et en plus de ça, on a cette barrière aquatique, si je puis dire, qui fait qu'on ne les manipule pas et on interagit quand même un petit peu moins. Donc un des premiers signes qu'on va voir apparaître, c'est la perte d'appétit. Ça, c'est une caractéristique commune à beaucoup de maladies. Les animaux vont perdre l'appétit. Ils vont également parfois avoir des problèmes de flottaison. Donc, par exemple, un animal qui normalement se maintient selon un axe vertical va se retrouver sur le côté, voire même complètement sur le dos. Ça, c'est, à part pour de rares espèces, complètement anormal d'observer ça. Un signe clinique qui est aussi assez fréquent, ce qu'on appelle l'hydropisie ou l'hydrocélome, c'est un ventre qui va gonfler, ou un célome, on appelle ça chez les poissons et les reptiles et amphibiens, un célome qui va gonfler et on va voir les écailles qui vont se hérisser sur le corps de l'animal. Malheureusement, c'est souvent un petit peu tard, mais il y a quand même des traitements qui peuvent être possibles et il faut pour ça poser un diagnostic, donc aller chez votre vétérinaire. Merci pour toutes ces questions, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur le profil Animalis Instagram. Merci pour votre confiance et à bientôt.